Le grand dossier sur LCI, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors que le monde entier parle de ces négociations, ces efforts qui ont été faits pour éventuellement un chemin vers la paix dans le conflit russo-ukrainien, ça fait 10 jours qu'on en parle, eh bien l'Ukraine, comme la Russie, continue de s'armer et de s'armer lourdement. Les Russes sont en train de construire une base militaire géante dans le Donetsk. De nouvelles rampes de lancement de drones à longue portée ont même été repérées. Pourquoi? Quel est l'objectif? Le colonel Michel Goya nous expliquera tout, carte à l'appui. De leur côté, les Ukrainiens annoncent l'utilisation d'un nouveau missile, le Flamingo. Les derniers tests ont été concluants. Sa production en masse sera donc lancée cet automne. La production d'armes ukrainiennes est une garantie importante pour l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi pour l'indépendance et la sécurité de l'Europe tout entière. La portée maximale confirmée est de 3000 km avec une précision de 14 mètres sur cette distance. La capacité de charge utile est actuellement de 1150 kg. Elle était de 1000 kg au tout début, mais nous avons ensuite trouvé le moyen de l'augmenter légèrement. Et la masse maximale totale du missile au décollage est de 6 tonnes. Voilà les mots prononcés au sein de l'usine de fabrication. C'est donc au cœur de l'Ukraine que ce nouveau missile est construit. Un missile qui est très performant selon les mots de Volodymyr Zelensky qui parle de tests concluants. Regardez ce qu'il a dit le président ukrainien hier. Le missile a été soumis à des essais concluants. C'est notre missile le plus performant. Il peut parcourir donc 3000 km d'ici fin décembre ou en janvier, fin février. Sa production de masse devrait être lancée. Le colonel Michel Goya donc est avec nous aujourd'hui. J'ai besoin de vous, colonel. Bonjour. Merci d'être là. Donc, quelles sont les caractéristiques précisément de ce missile Flamingo ? Alors, le missile Flamingo, ce qui veut dire flamant rose, c'est un missile de croisière. Alors, c'est important, vous avez plusieurs types de missiles. Les missiles balistiques qui vont très vite, qui vont très haut dans le ciel et qui retombent. Et les missiles de croisière, c'est un peu l'inverse. Ce sont des missiles qui vont relativement lentement. Il va 800-900 km/h et qui, au contraire, va relativement bas. Il ne dépasse pas les 5 km d'altitude et il essaie d'aller relativement bas pour échapper au radar. Donc, c'est la catégorie missile de croisière. Vous voyez, il y a deux moteurs, en réalité. Il y a un premier qui lui permet de partir de la rampe, d'acquérir une vitesse critique. Et puis, vous avez un turboréacteur qui, lui, va assurer la propulsion jusqu'à la cible, jusqu'à une portée éventuelle que de 3000 annoncés, 3000 km, ce qui est considérable. Considérable, ça veut dire que là, l'Ukraine peut frapper au cœur de la Russie. Oui, alors il y a deux avantages. C'est évidemment une portée qui est considérable, et puis une charge qui est également considérable. Plus d'une tonne d'explosifs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus, par exemple, que les drones qui sont utilisés souvent pour frapper dans la profondeur, qui ont en réalité quelques dizaines de kilos d'explosifs. Là, on est sur une tonne. Donc beaucoup de dégâts potentiels. C'est des capacités de destruction qui est très importante, qui est même supérieure, par exemple, aux missiles Scalp ou aux éventuels missiles Taurus. Ça dépasse en capacité. Ah oui. Donc c'est un atout important. Précis, on l'a entendu dans le reportage. Précision de 14 mètres, ça veut dire, on appelle ça un ECP, un écart circulaire probable. C'est-à-dire, vous tracez un cercle de 14 mètres de rayon et vous avez une chance sur deux que ce missile tombe dans ce cercle à 3000 km, ce qui est très précis. Donc ça veut dire que c'est le missile, c'est le président ukrainien qui en parlait, le plus performant dans l'arsenal ukrainien aujourd'hui, parce qu'on connaissait les Neptunes, on en avait parlé en mer Noire au tout début de la guerre, on connaissait le Sapsan. Donc maintenant, il y a le Flamingo qui est encore supérieur ? Ah oui, c'est une autre catégorie. Alors, il y a deux inconnus quand même. Un, c'est-à-dire sa survivabilité. C'est-à-dire combien vont passer la défense. Est-ce que si 90% d'entre eux sont abattus par la défense aérienne russe, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. S'il y a au moins 1 sur 2 qui passe, c'est déjà très intéressant. Et ensuite, une deuxième question, c'est combien ça coûte ? Si effectivement, c'est relativement peu coûteux. Alors les Ukrainiens parlent déjà d'une production d'1 par jour et avec une capacité à passer à 7 par jour, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Si effectivement ils arrivent à faire ça, à avoir un missile puissant, précis, peu coûteux, fabricable en masse et qui arrive à passer à peu près les défenses, ça c'est révolutionnaire en réalité. Ça peut changer beaucoup de choses effectivement. Maintenant, on est sur les dires ukrainiens. Oui, c'est ça. Il faudra voir maintenant à l'épreuve du feu. Mais c'est un armement considérable.
Ça peut être révolutionnaire, dites-vous. Oui. Donc, on va l'analyser un peu plus en profondeur parce que ce n'est pas anodin que l'annonce soit faite aujourd'hui. Vincent Crouzet est également avec nous. Bonjour. Bonjour Magali. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Martinière Jeunesse. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Effectivement, c'est un message qu'envoient les Ukrainiens ici, non ? En annonçant donc la production en masse de ce missile et que les tests ont été concluants. C'est un message qui renforce aussi l'image de grands novateurs qu'ils avaient donnée avec l'opération Toile d'araignée, il y a seulement 2 mois, au début du mois de juin, il me semble, qui avait permis de frapper les capacités aériennes de la Russie déjà dans la profondeur. Donc on s'aperçoit en effet que les Ukrainiens ont aussi, au-delà de leur dépendance que l'on signale à tout venant vis-à-vis de l'extérieur, une grande capacité d'innovation qui leur permet aussi de gagner en crédibilité. Exactement. Donc il y a ces capacités aujourd'hui. Donc, au moment où on parle de négociation, donc l'Ukraine est en train de montrer, nous aussi on est en position de force. Et 2, le message envoyé, c'est qu'on est conscient que la guerre elle va continuer et on va continuer à se protéger. Oui, et on va pouvoir se passer d'un certain nombre d'approvisionnements d'armement occidental. Michel le disait tout à l'heure, c'est équivalent éventuellement à un Scalp ou à un Taurus. Donc les Ukrainiens seront beaucoup moins dans la main des Occidentaux et des Européens. C'est pas une très très bonne nouvelle, notamment pour les Américains qui font pression en ce moment, parce que ça peut rééquilibrer le rapport de force. Et puis, ça peut permettre aussi, sur la durée, comme vous le disiez, Magali, de frapper des cibles très intéressantes, très en profondeur, et pas simplement des cibles militaires. Je pense éventuellement à des cibles politiques. Moscou n'est distant que de 750 km. Avec ce type d'engin, on peut déjà épuiser les capacités d'une défense antiaérienne et menacer directement des objectifs politiques très précis à Moscou. Donc vous pensez qu'il y a ce message-là qui est envoyé aussi ? Ah bah bien entendu. Ah ouais, la menace, elle est partout. Oui, alors il faut rappeler effectivement que l'Ukraine a... il y a une tradition technique de missilerie en particulier. Dans l'ancienne URSS, les missiles, ils étaient conçus, pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, ils étaient conçus en Ukraine. C'est là que se trouve le savoir-faire. À tel point que, par exemple, les Russes ne savent pas utiliser ou entretenir leurs missiles intercontinentaux, donc c'est quand même important, thermonucléaires avec des charges liquides, parce que c'était une spécialité ukrainienne. Et donc ils restent dépendants, les Ukrainiens, pour ça. Et donc les Ukrainiens jouent sur leur atout, ils savent faire des missiles. Alors tous ces missiles, alors ça, on ne sait pas très bien, le Flamingo, d'où il sort. Il ressemble beaucoup à un missile britannique, qui ressemble énormément à un missile britannique. Donc on se demande s'il n'y a pas eu un petit transfert. Le Storm Shadow, en fait, Non, pas du tout. C'est le FP5 britannique, et qui, on se demande si, c'est pas une opération de couverture. On le fait passer pour un missile ukrainien, alors qu'en fait c'est un missile étranger. On ne sait pas. Mais ça ressemble énormément. Mais on l'a à peine évoqué, mais ils ont effectivement d'anciens missiles soviétiques. Le RIM-2, c'est un missile balistique qui ressemble un peu à l'Iskander. Donc il est balistique, il va très vite. Il va beaucoup moins loin, mais il va très vite et il est puissant. Le missile Neptune, c'est un missile anti-navire. C'est avec des Neptunes que les Ukrainiens ont coulé le croiseur Moskva, et ils en ont fait une nouvelle version à plus longue portée et qui peut tirer aussi sur autre chose que des navires. Donc ça, c'est un domaine d'excellence incontestable qui leur permet de frapper assez précisément des objectifs militaires ou d'intérêt militaire dans la profondeur, et tout ce qui permet de frapper, on appelle ça en termes militaires des frappes d'interdiction. C'est-à-dire que vous arrivez à force de taper sur des dépôts, sur des navires porteurs de missiles Shahed dans la mer Caspienne, des choses comme ça, vous enrayez un petit peu la machine de guerre russe, vous la ralentissez, et devant, quand vous avez les obus qui n'arrivent plus, les missiles de ravitaillement qui n'arrivent plus, ça va beaucoup moins bien. Et donc l'idée étant d'ailleurs, au bout du compte, d'essayer d'arrêter cette machine. Voilà. Et ça peut y contribuer, à condition
d'en avoir beaucoup. Exactement. Et là, pour le moment, on n'y est pas forcément, même si le président Zelensky annonce une production en masse. Marc Chassillan est également en direct avec nous. Bonjour. Ingénieur expert en système d'armes. Est-ce que cette annonce est une surprise pour vous? Est-ce que vous aviez connaissance de ce missile ukrainien? Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu dans le détail les affaires d'armement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas vraiment une surprise. Depuis maintenant 2 ans, les Ukrainiens, nous le savons, travaillent sur une gamme de missiles balistiques, des missiles de croisière, des missiles capables d'être tirés soit depuis le sol, soit depuis des avions. Et d'ailleurs, pour ceux qui, comme moi, fréquentent assidûment les salons d'armement internationaux, les stands ukrainiens offrent une magnifique vitrine des intentions ukrainiennes. Donc quand on voit aujourd'hui se concrétiser des missiles comme le Flamingo ou d'autres, on avait déjà vu des maquettes de ce genre de missiles, alors pas forcément tout à fait celui-là, dans des salons d'armement internationaux, au vu et au su de tout le monde, depuis maintenant pratiquement 2 ans. Donc en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, d'un strict point de vue des cycles industriels, c'est à la matérialisation de toutes ces idées, de tous ces projets qui ont mûri depuis 2 ans et dont nous voyons aujourd'hui la concrétisation et le passage, si j'ose dire, le passage à la série et le passage à la masse. Mais l'intention ukrainienne de fabriquer tout ça en masse et en qualité, c'est une information que nous avons déjà depuis au moins 2 ans. Oui, je voulais vous poser une question, Marc. Quant à la fabrication du Flamingo, est-ce que les Ukrainiens sont totalement autonomes ou est-ce qu'ils ont besoin de composants extérieurs occidentaux pour réaliser ce missile de croisière ? Alors, sans rentrer dans les détails techniques, quand on décortique ce qu'est un missile de croisière, c'est quoi ? C'est un fuselage avec des ailes, c'est un réservoir de carburant, c'est une charge militaire, c'est un moteur, mais c'est surtout un système de guidage. Alors, pour tout ce que je viens d'indiquer, les Ukrainiens savent parfaitement faire tout ça. Ils ont du temps de l'Union soviétique, ils avaient un pôle d'excellence dans le domaine des turbines et des moteurs d'aviation. Donc, des moteurs, il n'y a aucun problème, ils savent faire. Tout le reste, ils savent le faire. Là où on peut avoir peut-être un petit doute, c'est dans leur capacité à concevoir complètement des systèmes de guidage extrêmement précis, parce que comme le mentionnait Michel, je crois, tout à l'heure, les Ukrainiens annoncent une erreur circulaire probable d'une quinzaine de mètres. C'est extrêmement précis quand on s'en va se promener à 3000 km. Et pour ça, il faut avoir des systèmes de guidage très particuliers qui combinent à la fois du guidage qu'on appelle inertiel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, un guidage inertiel, c'est un guidage qui est capable de ne pas utiliser les systèmes, les signaux satellites, ce qu'on appelle le GNSS. Et ça doit être doublé par des captures d'images sur le terrain pour que le missile compare ce qu'il a dans sa mémoire électronique avec l'image que voit sa caméra dans le nez. Et quand il dit « OK, ce que voit ma caméra correspond bien à ce qu'on m'a mis dans ma mémoire électronique, donc je tape dedans », ça, c'est un vrai savoir-faire. Alors, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est considérablement amélioré par les technologies d'intelligence artificielle. Mais encore faut-il, au départ, avoir de bonnes images de la cible. Et donc, ça signifie qu'il faut avoir une bibliothèque de ciblage. Donc, sur ce point particulier du guidage et de ciblage, je réserve ma réponse sur la capacité des Ukrainiens à être complètement autonomes. Oui, c'est ça, parce que pour le moment, le colonel le rappelait, on ne se base que sur des déclarations des Ukrainiens. Donc c'est difficile de savoir exactement en quoi ce missile sera performant. Sur le papier, Michel Goya le disait il y a un instant, il peut être révolutionnaire. Alors, en lui-même, le missile n'est pas révolutionnaire parce que, en fait, si vous voulez, un Tomahawk américain ou un MDCM français fait exactement la même chose. Mais ça a été prouvé qu'il le faisait puisqu'on les a utilisés en opération. Maintenant, ce qui pourrait être révolutionnaire, c'est pas le missile en lui-même, c'est la façon dont on l'utilise. Oui. Et surtout, s'il est utilisé en masse.
Parce que toute la clé, c'est en fait la masse. Parce que s'ils en fabriquent que quelques dizaines, évidemment, ça va pas bouleverser la situation. Mais s'ils arrivent à en fabriquer effectivement des milliers, parce que là, on est en train de parler de milliers, voilà, et que ces missiles, dont la précision supposée est avérée, quand ces missiles vont s'abattre sur les industries russes, les infrastructures russes, les postes de commandement, la profondeur, les ports, parce qu'un missile comme ça peut taper Leningrad. Hein. Donc on voit bien que ça pourrait quand même chambouler un petit peu les Russes. Donc on est en train de parler d'une révolution si la masse est là et si effectivement les performances sont là. Si la masse est là, mais là on ne peut pas y répondre évidemment à cette question pour le moment. C'est une prouesse, quoi qu'il arrive, de la part des Ukrainiens. Oui, bien sûr. Alors, dans cette guerre, enfin, la guerre moderne a ceci de particulier qu'il est beaucoup plus difficile de développer des équipements majeurs qu'avant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez créer un nouvel avion de combat en 2 ans. Vous pouvez créer un char en 1 an. Maintenant, c'est très difficile. Et donc, jusqu'à présent... Parce que c'est plus technologique. Oui, maintenant, pour créer un nouveau char, il faut au moins 10 ans. Pour créer un avion de combat, c'est l'équivalent du Rafale, par exemple. Là, on peut parler même de parfois 20 ans. C'est très, très long. Les processus sont beaucoup plus longs. Ça veut dire que concrètement, une guerre, on l'a fait avec les moyens qu'on a au départ, ce qu'on appelle les matériels majeurs. Donc en revanche, on peut innover, ça on l'a vu, dans les petits équipements, des choses comme les drones ou les logiciels ou des choses comme ça, on peut le faire pendant cette guerre. Et là, comme la guerre quand même dure 3 ans et que en réalité ces projets ils trouvent leurs racines avant la guerre, on arrive maintenant à peut-être un premier matériel majeur important qui arrive dans cette guerre au bout de plus de 3 ans. Et là, oui, ça peut être révolutionnaire, c'est-à-dire que ces Ukrainiens, effectivement, on y revient toujours, s'ils arrivent à fabriquer en masse des milliers de missiles avec une charge explosive d'1 tonne et qui passe à peu près partout. Si eux le font, ça changera beaucoup de choses dans cette guerre, mais ça veut dire aussi que d'autres pays pourront le faire. C'est-à-dire c'est une forme de démocratisation. Encore une fois, s'ils y parviennent, on n'en est pas là. Ce sera une démocratisation du missile de croisière, et ça posera des problèmes à peu près à tout le monde, nous compris. Ah oui. Ouais, donc il faut bien l'avoir en tête. Est-ce qu'on peut voir aussi dans cette annonce de Volodymyr Zelensky que les Ukrainiens en sont conscients? En fait, la guerre, elle va durer. Oui, moi c'est ça aussi qui me frappe par rapport à toutes ces questions de cessez-le-feu, de négociations, de garanties de sécurité dont on s'aperçoit qu'elles sont loin justement d'être acquises. Les Ukrainiens démontrent qu'ils continuent à réfléchir aux moyens de continuer à se défendre par eux-mêmes et en toute autonomie, si ce n'est en parfaite indépendance. Exactement, parce que la date donnée par Volodymyr Zelensky pour la production en masse, vous l'avez... C'est 2026. C'est 2026. Absolument. Oui, ça veut dire, on est prêt à continuer. Voilà. Mais le coup de génie aussi, c'est le nom. Flamingo. Bah oui, c'est formidable. Hein. On le retient très vite, c'est beaucoup plus facile à retenir que Oreshnik ou Iskander. Et ça a un côté très positif, ça a un côté sympa, ça a un côté assez beau aussi quand on connaît le vol des flamants roses. Ouais. Donc je trouve que c'est un coup de communication absolument exceptionnel. Bon, on a vu qu'en termes de communication, ils sont très forts. Ils sont assez forts. Les Ukrainiens, ils nous l'ont prouvé depuis le début de la guerre. Marc Chassillon. Oui, juste en mot, c'est effectivement une arme de communication aussi. Hein, vous frappez une raffinerie de carburant. Ça fait tout le monde le voit, ça fait des images très spectaculaires, ça passe dans toutes les chaînes de télé du monde. Donc oui, c'est aussi une arme de communication. C'est pas le but principal, mais c'est quand même aussi. Marc Chassillon, alors je ne sais pas comment poser cette question sans paraître trop naïve ou aller un peu trop vite. Est-ce que l'armée ukrainienne, encore une fois, nous prouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être, comment on peut dire, je ne sais pas si on peut dire la meilleure, la plus performante du monde? Alors je parle sous le contrôle de l'expert qu'est Michel, mais il n'y a pas meilleur qu'une armée qui fait la guerre. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut affirmer de manière tout à fait claire, c'est que dans le type de conflit auquel nous assistons, les 2 meilleures armées du monde, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne, par définition. Par définition, voilà, parce qu'elles combattent, parce qu'elles ont l'expérience, parce qu'elles ont des cycles de rétex. Alors le rétex, c'est le retour d'expérience. Voilà, elles ont des cycles de rétex extrêmement courts, c'est-à-dire qu'à partir d'un événement qui se passe sur le champ de bataille, elles sont capables d'exploiter cette information et ce rétex immédiatement
pour modifier soit la doctrine, soit les matériels, soit l'emploi, soit la logistique, soit... Enfin voilà. Et donc, par définition, aujourd'hui, l'armée ukrainienne est évidemment une excellente armée. Voilà, c'est une excellente armée et aujourd'hui, elle a, comment dirais-je, elle est soutenue par ce qu'on pourrait appeler, alors aujourd'hui on appelle ça le New Defense. Alors pourquoi on appelle ça le New Defense ? C'est par analogie au New Space. Donc vous savez qu'il y a 10 ou 15 ans, il y a tout un tas de startups qui ont émergé dans le domaine spatial. On a appelé ça le New Space et ces nouvelles sociétés, elles ont complètement bousculé l'ordre établi et elles ont bousculé, on va dire, les institutionnels, les gros institutionnels. Eh bien, on est en train d'assister aujourd'hui en Ukraine à ce New Defense, c'est-à-dire des gens qui pensent en dehors de la boîte, out of the box, comme on dit en très bon français. Ils raisonnent en dehors des schémas traditionnels, si j'ose dire. Ils sont extrêmement réactifs. Ils savent utiliser toutes les ressources à leur disposition, surtout les ressources civiles, les technologies civiles, qu'ils détournent. Et donc aujourd'hui, on a un ensemble, on va dire un écosystème ukrainien qui s'essouffle malgré tout. Hein. Attention, je ne dis pas que l'armée ukrainienne est en pleine forme, hein. C'est pas ça que je veux dire. Il souffre d'énormément de pénuries, de matériel, de soldats, etc. Mais avec les ressources dont il dispose, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient beaucoup mieux. Exactement. En savoir-faire, en technologie, en système D et en drone, l'armée ukrainienne est devenue visiblement un modèle pour le monde entier. Et ça va même jusqu'à la première puissance militaire mondiale qui lorgne vers les drones ukrainiens. Visiblement, il y a un méga deal qui est en préparation. Regardez, c'est le New York Post qui révèle cette information. Donald Trump et Volodymyr Zelensky envisagent un méga accord qui verrait les États-Unis acheter des drones ukrainiens testés sur le champ de bataille en échange de l'acceptation par Kiev d'acheter une série d'armes à l'Amérique. Et effectivement, le président ukrainien en a parlé. Le peuple américain a besoin de cette technologie et vous devez l'avoir, vous, donc américains, dans votre arsenal. Je pense que c'est vraiment un méga accord, un gagnant-gagnant, comme on dit. Donc, c'en est rendu là. C'est-à-dire que les Américains qui ont aidé depuis des années les Ukrainiens dans leur guerre ont besoin peut-être aujourd'hui, pour être performants, des Ukrainiens. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, et pour rebondir sur ce que vient de dire votre expert, c'est le fait que ça relativise le rôle des partenaires étrangers. Et si on regarde sur ce qui s'est passé sur tous les théâtres extérieurs d'intervention, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit sur les théâtres africains, on s'aperçoit en réalité que l'assistance extérieure n'a pas été celle qui a déterminé les changements. Ce sont toujours les acteurs nationaux qui, en raison de leur aguerrissement, effectivement, ont trouvé les moyens de développer soit des tactiques sur le terrain, soit des nouvelles formes d'armes. Et ça, c'est extrêmement important, je pense aussi en termes, justement, on parlait de retexte, en termes de leçons apprises, se rendre compte que l'acteur central est toujours l'acteur national et que les partenaires étrangers accompagnent, aident, assistent, mais ne sont pas ceux qui font basculer l'équation sur le terrain. Exactement. Oui, pour compléter le propos de Niagalé, Volodymyr Zelensky avait annoncé au début de l'année que l'Ukraine produirait 60% de ses besoins en matière d'armement, signifiant donc effectivement l'autonomisation de la défense ukrainienne par rapport à ses partenaires. Maintenant, sur le transfert de technologie de drones, en matière de drones avec les États-Unis, ça va coûter certainement très cher aux États-Unis s'ils le font, parce que ça va vraiment être pour le coup du donnant-donnant. Zelensky ne va pas se lancer dans du transfert de technologie sur du matériel aussi sensible, ayant en plus des doutes sur un éventuel axe Washington-Moscou en matière de coopération diverses. Il y a aussi ce doute qui subsiste, hein. Vous savez, au sein du SBU, des services de renseignement ukrainiens, on se pose beaucoup de questions sur le rôle de la CIA en ce moment, et il va falloir quand même lever un certain nombre d'incertitudes entre les Ukrainiens et de non-dits entre les Ukrainiens et les Américains. Marc Chassillan, vous en savez plus, vous, sur ce méga accord ?
Alors, je voudrais, mais malheureusement non. Alors, dans ce type d'accord, de manière tout à fait classique, dans le milieu industriel, quand on parle d'accord sur ce genre d'objet, il peut y avoir plusieurs facettes. Il peut y avoir la chose que tout le monde imagine de manière simple, c'est-à-dire que les Américains achètent tout simplement des drones sur étagère faits en Ukraine au profit de leurs forces armées. Ça, c'est un premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, ça peut être des ventes de brevets ou des concessions de licences de brevets. C'est-à-dire que j'imagine que les Ukrainiens ont protégé la propriété industrielle d'un certain nombre de leurs découvertes en matière de drones. Enfin, en tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, je leur recommande. Et donc, ces propriétés industrielles, elles peuvent faire l'objet soit de cessions de licences, soit de ventes tout simplement de brevets. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis ensuite, il y a un troisième étage de la fusée qui consiste à ce que les Ukrainiens ouvrent des filiales aux États-Unis, filiales qui permettent de fabriquer sur le sol américain des drones ukrainiens. Donc il y a toute une combinaison, d'un point de vue industriel, il y a toute une combinaison qui est envisageable, sachant que les étages de la fusée ne s'excluent pas l'un l'autre. En fait, on peut avoir un ensemble d'achats sur étagère, de licences, de ventes de brevets et de transfert de production de filiales ukrainiennes sur le sol américain. On peut avoir tout ça. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Marc Chassillan, donc en direct dans le Grand Dossier cet après-midi. On poursuit évidemment cette conversation, mais d'abord l'essentiel de l'actualité, donc à un petit peu plus de 17h15 sur LCI. Et d'abord, l'armée israélienne qui resserre son étau sur la ville de Gaza. Avant le début de son offensive, plusieurs hôpitaux et ONG auraient reçu l'ordre d'évacuer vers le sud de l'enclave. Selon un porte-parole de Tsahal, les forces israéliennes se tiennent déjà à la périphérie de la bande de Gaza et donc de Gazaville. C'est là où l'offensive doit être menée. L'attaque pourrait être imminente. Mauvaise nouvelle pour la filière viticole française. L'Europe échoue à obtenir une exemption des droits de douane américains. Les vins français seront donc taxés à hauteur de 15% à leur entrée aux États-Unis. Pour le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, cela entraînera de grosses difficultés financières pour l'ensemble du secteur. Et puis une deuxième personne a été placée en garde à vue ce matin après la découverte la semaine dernière de 4 corps dans la Seine. C'était à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Ce suspect ferait partie de l'entourage du premier homme déjà entendu donc et arrêté hier. Les enquêteurs n'écartent pour l'heure aucune piste. L'armement, la course aux armements donc, qui continue de part et d'autre. On vient de parler de l'Ukraine qui continuait de s'armer notamment avec ce nouveau missile. Et donc la guerre qui continue sur le terrain avec la Russie qui continue de bombarder l'Ukraine partout. Cette nuit, on a compté 614 drones et missiles lancés un peu partout sur le territoire. Marianne Kotonov, Marine Truchot, vous êtes nos envoyés spéciales, toutes les deux journalistes donc, dans le Donbass à Kramatorsk depuis plusieurs jours. Racontez-nous, c'est une déferlante donc de missiles et de drones à laquelle vous avez assisté et ça a été très très loin puisque même l'ouest de l'Ukraine a été frappé. Oui, tout à fait. Ça a été jusqu'à Lviv, cette ville paisible de l'Ouest. Il y a même un mort, il y a plusieurs blessés. Et en fait, il y a eu au total un peu plus de 600 drones, 40 missiles. Il y a des frappes également sur Zaporizhzhia, sur Dnipro, sur Rivne, donc sur Soumy également. Donc oui, beaucoup de frappes. Alors évidemment, il y en a eu aussi ici. Et ici, c'est surtout dans la journée, notamment ce matin, dans la zone de Kramatorsk. Là, il y a eu une frappe assez importante d'ailleurs aux alentours de midi à Druzhivka, qui se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres, avec là aussi un marché qui a été touché. Et on voit bien que cette pression russe, elle ne faiblit pas. Le tout, en fait, ici, ce qui se disait, c'est que Vladimir Poutine voulait gagner du temps, notamment sur la rencontre avec Volodymyr Zelensky, en disant, voilà, nous on propose Moscou, on propose des villes. Et les observateurs disaient, en fait, ils vont proposer plusieurs villes, plusieurs lieux. On va gagner du temps comme ça. Après, on va parler des conditions de sécurité. On va encore gagner du temps. Et pendant ce temps-là, les frappes vont continuer et les troupes russes vont continuer d'essayer d'avancer dans le Donbass pour pouvoir revendiquer la totalité du Donbass, c'est-à-dire les oblasts de Louhansk et de Donetsk. Merci beaucoup Marianne avec Marine Truchot donc pour les images. Alors colonel, j'aimerais votre avis. Est-ce que là pour vous, votre avis de militaire,
c'est tout à fait naturel. Tant qu'il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, la guerre continue. Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec la diplomatie française? Un porte-parole déclare aujourd'hui: les frappes russes menées dans la nuit de mercredi à jeudi illustrent l'absence de volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur de pourparlers de paix. Les deux sont vrais en fait. C'est-à-dire que pour la Russie, la guerre continue, les affaires continuent de la même façon. Je dirais même, si on peut même accentuer encore la pression sur les Ukrainiens à l'occasion des négociations, accentuer la pression sur le terrain, que ce soit sur le front ou que ce soit sur l'arrière, oui, en avant. La stratégie générale, c'est ça, c'est pression permanente partout. Sur l'Ukraine. Voilà. Et ils considèrent que chaque jour qui passe leur est plutôt favorable. Et que l'Ukraine s'use chaque jour. Voilà, et s'use plus que eux en tout cas, et ça leur permet d'avancer petit à petit. Et donc à long terme, ils sont gagnants. Et à court terme, ça veut dire que chaque jour qui passe, ils ont l'espoir que ça sert à quelque chose, donc il faut continuer. Et à long terme, ils sont gagnants. Ce qui évidemment n'incite pas forcément à arrêter les combats, puisqu'ils considèrent que de toute façon ils vont gagner. Mais il s'est passé quoi vraiment cette nuit? Parce qu'on a l'impression que la Russie, elle a utilisé toute son artillerie. Donc il y a des drones Shahed. Elle le fait à chaque fois. Mais alors pardon. Oui. Je vais au bout de mon propos. Des drones Shahed qui ont été lancés, des missiles balistiques Daguerre, des missiles balistiques Iskander, des missiles de croisière calibre, tout ça en une seule nuit. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un effet de masse, et c'est les masses, elles sont quand même maintenant surtout fournies par les missiles, les drones Shahed, les Geran en russe, et en même temps, on panache, on diversifie. C'est-à-dire qu'on utilise un peu tout ce qu'il y a dans l'arsenal. Donc des missiles balistiques, comme les Iskander, donc ça va très vite. Donc ça demande une défense particulière. Les missiles de croisière qu'on a évoqués, qui vont plutôt au ras du sol, ça demande un autre type de défense. Les Shahed, même les drones, ça demande encore une défense particulière. Et vous tirez ça de tous les côtés en même temps. Donc l'idée étant de saturer la défense ukrainienne, à la fois par la masse et par la diversité. Donc ils le font quasiment à chaque fois. Et c'est toujours comme ça. Un point particulier, puisqu'on parlait un peu du système d'innovation ukrainien, le système d'innovation russe est plus centralisé. Mais quand ils arrivent à développer des choses, par exemple le Shahed 136, ça y est, ils ont trouvé un bon engin, et donc maintenant ils le produisent en masse, et ils l'améliorent en permanence. Donc on a une nouvelle version qui peut introduire de l'intelligence artificielle, qui peut diversifier les versions. Il y a des leurres, il y a des engins plus difficilement détectables, etc., etc. Donc ils améliorent les choses. Ils sortent un produit, par exemple, comme les drones filaires, d'un seul coup, ça y est, ils ont trouvé un bon truc. Là, ils le produisent en masse et ils l'exploitent à fond. Les bombes planantes guidées, ça y est, ils ont trouvé une bonne innovation. Là aussi, ils l'utilisent massivement. Donc c'est en évolution permanente. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins large. Ça pas, les Ukrainiens, c'est un autre système. Les Ukrainiens, ils vont un peu dans tous les sens, quoi. Ils tâtonnent, ils réfléchissent, ça bouillonne. Les Russes c'est de manière beaucoup plus centralisée, mais ça marche aussi. Donc ça leur permet de faire des progrès aussi très, très importants. Et donc eux aussi ont une capacité de frappe que l'on voit qui est permanente, qui permet de saturer la défense. Nous, techniquement, nous Français, par exemple, et même Européens, on serait très mal à l'aise face à des attaques de ce type très régulières. Ça, nous, on ne serait pas capable de contrer tout ça, parce que là, regardez la saturation du ciel ukrainien la nuit dernière, et effectivement, c'est tout le pays là. Oui, alors ce serait très compliqué. Les missiles de croisière ou balistiques, on peut, à la limite, mais on peut le faire une fois. Puis, si c'est tous les 2 jours, ou toutes les semaines même, ça dépasse très largement nos capacités de défense, tout simplement. Et ensuite, pour les drones eux-mêmes, c'est notre catégorie. Et ça, pour le coup, on ne sait pas très bien faire, quoi. Il faut de l'artillerie, il faut des canons mitrailleurs, il faut tout réinventer pour pouvoir taper des drones low cost en très grande quantité. On ne sait pas très bien faire. Les Ukrainiens semblent encore savoir bien faire, parce que là, je rappelle les chiffres, 614 tirs donc au cours de la nuit, on les voit ici, et les Ukrainiens en ont neutralisé 577. Oui, mais ça demande énormément d'efforts. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande des canons mitrailleurs, ça demande de l'imagination. Ils utilisent des avions agricoles, par exemple, qui sont utilisés pour aller chasser les drones. Ils sont en train de concevoir des drones pour
chasser eux-mêmes les drones de Shahed, etc. Donc ça demande énormément d'efforts, beaucoup de moyens, dont un certain nombre de moyens sont utilisés pour lutter contre les drones, mais qui ne sont pas, pour le coup, ne peuvent pas être sur le front, par exemple. Exactement. Et qui manquent en première ligne. C'est aussi l'objectif des Russes. Oui, aussi. Ouais, mais ça prouve qu'ils savent... Ils savent protéger leur ciel, mais ils ont toujours besoin d'aide. Ouais, et puis beaucoup de capacités de brouillage GPS aussi, qui effectivement permet de faire échouer ce type d'offensive. Moi, ce qui me frappe déjà, c'est que c'est un pied de nez à la réunion des 32 chefs d'état-major de l'OTAN hier à Washington, puisque c'est consécutif à cette réunion. C'est vraiment une provocation vis-à-vis de la réunion de Washington des chefs d'état-major. Ce qui me frappe aussi, 614 frappes pour 1 mort et 19 blessés. Alors c'est 20 personnes de trop en souffrance, bien entendu, mais ce sont des un ratio qui est pas très... Ce sont des ratios militaires important, qui sont extrêmement faibles, pas d'infrastructures majeures touchées. Donc effectivement, on est plus dans... je pense que ça concourt à 3 objectifs. 1, impressionner les Américains au cours des prochaines heures, des heures décisives en matière de négociation. 2, la guerre psychologique qui est chère à Michel, c'est-à-dire sur nos écrans, on parle de ces bombardements, on voit les images avec les villes ukrainiennes martyrisées, et puis 3, comme le disait Michel tout à l'heure, saturer et épuiser les capacités antiaériennes ukrainiennes. Et regardez comment cet épisode est commenté à la télévision ukrainienne. N'ayant pas obtenu de succès significatif sur le front et n'ayant pas réussi à contraindre diplomatiquement l'Ukraine à capituler, Poutine poursuit sa vieille stratégie d'intimidation des citoyens et de la société ukrainienne afin de nous forcer à accepter ces soi-disant conditions de paix qui reviennent en fait à une capitulation de l'Ukraine. Voilà, les Ukrainiens, donc, pour eux, c'est un signe de faiblesse de la Russie. Ils n'avancent pas sur le terrain, ils n'y arrivent pas. Donc, ils saturent le ciel ukrainien. Moi, il me semble que le maître mot dans tout ce qui se passe là et des deux côtés, c'est vraiment hybridité. Enfin, c'est cette question de la guerre hybride dont on parle tant, qui démontre qu'elle ne se situe pas uniquement du côté de l'ultra-technologie. Ce que vient de décrire Michel Goya est très intéressant, puisqu'en effet, d'un côté, on a des technologies ultra-sophistiquées, mais on a aussi des moyens d'y répondre qui sont presque rudimentaires, mais qui sont extrêmement ingénieux. Cette question de la guerre psychologique, vous parliez des talents de communication côté ukrainien. En face, on a quand même une expérience de plus de 100 ans en matière de propagande aussi, et on sait à quel point elle peut être efficace, y compris chez nous ou sous d'autres cieux. Et c'est à ça, en fait, qu'on assiste. Et c'est peut-être ça qui est très difficile à penser dans le monde d'aujourd'hui, pour ce qui concerne la plupart des conflits auxquels on a affaire aujourd'hui. Exactement. Un chiffre spectaculaire, je voulais vous le faire commenter aussi, colonel. La Russie a lancé 6129 drones Shahed sur l'Ukraine au mois de juillet. Regardez, c'est 14 fois plus que ce qui avait été utilisé en juillet 2024. Oui, et c'est en augmentation permanente, c'est-à-dire que là, on cherche effectivement l'effet de masse, la saturation. Au passage, on oublie que leur capacité de frappe de missiles, elle, diminue. Il y a encore quelques temps, on commentait les grandes salves de missiles. Il y avait une centaine de missiles qui tombaient sur le pays toutes les semaines, et même au tout début de la guerre, il y avait une centaine de missiles balistiques ou de croisière qui tombaient tous les jours, dans les tout premiers jours. Et puis en fait, ça s'est un peu réduit, et c'est un peu masqué par tous ces drones. Et ces drones qui, en réalité, sont malgré tout beaucoup moins puissants. Et on revient un peu à ce qu'on disait quand on parlait du Flamingo. Il y a une différence entre un drone et un missile en termes de puissance. Un missile, c'est plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Un drone, ça se compte en dizaines de kilos d'explosifs. Ça ne fait pas du tout les mêmes dégâts. Accessoirement, ces drones, ils sont lents, on les voit venir, on peut alerter. Un missile Iskander, vous avez quelques minutes pour réagir. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que face à des drones, vous pouvez plus facilement vous organiser. La défense, ce qu'on appelle défense civile, vous pouvez alerter les gens, vous pouvez protéger beaucoup plus facilement. Mais malgré tout, on continue. Il y a cet effet de masse, des centaines tous les jours. Ouais. En fait, ce sont beaucoup plus des armes de stress que des armes de destruction véritables. De stress, effectivement. On va partir dans l'est de l'Ukraine avec un aéroport, des stations balnéaires. La Russie s'empare de tout
dans les territoires occupés pour les transformer en infrastructures militaires. C'est ce qui se passe dans l'oblast du Donetsk et c'est assez édifiant. Là aussi, colonel, vous allez m'aider, parce qu'on a des photos satellites qui nous montrent la militarisation de l'aéroport de l'oblast de Donetsk. Qu'est-ce qu'on voit précisément sur ces images satellites? Alors au passage, l'aéroport de Donetsk, c'est un lieu un peu épique, ça veut dire beaucoup de choses pour les Ukrainiens. 2014-2015 surtout, ça a été le théâtre de combat très important. C'est longtemps resté à portée de tir des Ukrainiens, mais depuis la victoire russe à Avdiivka notamment, ils ont écarté cette menace ukrainienne et donc ils peuvent utiliser maintenant ce site très important comme base, tout simplement, puisqu'encore une fois, elle est à l'abri des coups. Enfin, après, il y aura peut-être des flamingos qui viendront dessus. Mais à partir de là, oui, ils investissent de toute façon dans toute la région, dans toutes ces zones conquises. Ils construisent. Ils ont construit des axes qui leur permettent notamment de relier la Crimée. Des axes, on appelle ça intermilitaires, on appelle ça des rocades qui sont en parallèle de la ligne de front. Donc on voit les rocades, c'est tout le long ici. Les pénétrantes, c'est des axes qui vont vers la ligne de front. Et puis, vous avez ici un aéroport. Et ça, c'est très important parce qu'on appelle ça un point d'accès aérien. Et ça permet d'augmenter, afin d'avoir une capacité logistique aérienne. Et tout ça, alors évidemment, ça demande des infrastructures, ça demande beaucoup de travail. C'est possible, j'y reviens, parce que la zone a été dégagée de toute menace ukrainienne. Mais ça veut dire aussi que les Russes pensent à long terme. Donc là, il y a la guerre en cours, donc c'est très bien pour la guerre en cours. Ils vont fabriquer également, ils vont l'utiliser comme base de tir certainement de missiles ou de base de frappe de drones aussi sur l'ensemble de l'Ukraine. Mais ça veut dire qu'ils sont en train d'organiser, d'investir, de travailler, mettre en place des infrastructures pour militariser complètement la zone pour la très longue durée. Peut-être un jour une nouvelle guerre contre l'Ukraine qui n'exclut pas, ou pour toute autre chose. Et ça leur permet aussi, alors là c'est un hangar, on l'envoie, ce sont des casernes militaires aussi qui sont installées. Vous l'avez dit, donc c'est pour peut-être une guerre à long terme. Et deux, ça leur permet d'être toujours plus près de la ligne de front et ça leur apporte beaucoup plus de souplesse aussi. Oui, bien sûr, c'est des bases logistiques. Alors après, ces bases logistiques, il faut ce qu'on appelle les durcir. Alors, elles ne sont plus à portée de l'artillerie ukrainienne, mais peuvent être à portée de drones, peuvent être à portée de missiles comme les missiles Scalp, de missiles tous les missiles qu'on a vus. Donc, il faut les protéger, il faut les durcir, il faut les bétonner, il faut de la défense aérienne, etc. Mais à partir de là, vous avez une grande base logistique, vous pouvez irriguer dans toute la région. Et j'y reviens, même si les combats s'arrêtaient dans les semaines, dans les mois qui viennent, cette zone restera une zone extrêmement tendue et ce sera une zone extrêmement militarisée pendant des années, des dizaines d'années peut-être. Alors, il y a une chose sur laquelle je voulais vous faire réagir aussi, parce que visiblement, donc ça c'est le KIF Indépendant qui a mené une enquête, la Russie transforme donc la région de l'Ukraine qu'elle occupe en une base militaire géante et en une rampe de lancement potentiel pour une future agression. Une rampe de lancement potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, visiblement, là, on continue toujours dans le KIF Indépendance, les Russes convertissent les infrastructures civiles en base pour loger les soldats, pour transporter des munitions, et donc lancer ces drones plus près que jamais du territoire contrôlé par l'Ukraine. Oui, alors il y a tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'en gros, la grande base arrière du front, c'est Rostov, c'est en Russie. Peut-être que l'idée, c'est de faire de la ville de Donetsk et des infrastructures autour, et en particulier de l'aéroport, la nouvelle base, grande base avancée, où il y aurait peut-être l'état-major commandant toutes les forces en Ukraine, dans cette région, et accessoirement, oui, bien sûr, comme c'est assez près du front, et c'est le plus loin possible, vous pouvez vous en servir comme base de lancement, peut-être même de base aérienne, éventuellement, pour utiliser des avions, etc. Donc c'est devenir un point stratégique. Et accessoirement, ça peut devenir aussi une cible probable pour les Ukrainiens. Et forcément. On va partir à Moscou pour tenter d'en savoir davantage. Donc côté russe, qu'est-ce qu'on en dit? Jérôme Garraud est en direct avec nous. Normalement, il devait l'être. Bon, on attend un petit peu. On a quelques soucis avec Jérôme Garraud. J'espère qu'on va pouvoir aller le rejoindre dans un instant, voir ce qu'on en dit du côté des Russes. Vincent, donc. Alors je vais compléter le propos de Michel, ça c'est l'ancien officier de l'armée de l'air qui parle. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'une piste aérienne.
Comme le disait Michel, les Scalp et les Storm Shadow ont été aussi conçus pour frapper les pistes aériennes et pour pénétrer les objectifs durcis sur les bases aériennes, type hangar, etc. Je ne vois pas trop combien de temps pourrait rester opérationnel cette très longue piste qui doit faire 2900 mètres de long de Donetsk, qui sera immédiatement prise pour cible par les missiles de croisière ukrainiens. C'est-à-dire qu'une grande piste comme ça, j'ai oublié de le dire, ça veut dire que vous pouvez faire atterrir des gros porteurs, voire des très gros porteurs. Les Russes en ont quand même quelques-uns. Et donc, vous pouvez amener des choses très lourdes, très vite, près du front. Maintenant, oui, ça reste quand même très près du front. Ça reste quand même très vulnérable. Donc très vulnérable. Alors, on savait de toute façon que les Russes réutilisaient les infrastructures civiles à des fins militaires dans les territoires occupés. Ça, c'est pas nouveau. On le voit par exemple, on va le voir sur ces images. Alors, fournies par l'armée russe, bien évidemment. Là, c'est tourné du côté de Mariupol, donc au sud-ouest de la ville. Là, on le voyait, c'était des soldats russes qui avaient posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et on voit une usine qui produisait avant des dépanneuses et des tracteurs, et bien donc transformée en base après qu'elle ait été capturée en 2022. En temps de guerre, ça se passe toujours comme ça. C'est pas nouveau, ça, non ? Oui, c'est pas nouveau. Alors, particulièrement les ports, d'ailleurs, c'est très important, notamment Mariupol, parce que c'est par les ports que vous pouvez faire passer aussi beaucoup de matériel les plus lourds par navire. Et donc, c'est très important de les militariser. Et puis finalement, la Russie, d'une manière générale, se militarise, son économie se militarise, son industrie de défense se développe aussi dans les territoires occupés. C'est assez logique. Pour eux, de toute façon, il ne faut pas de différence. Pas de différence, effectivement. Est-ce que les Ukrainiens peuvent aussi craindre, alors c'est Michel Goya qui le disait tout à l'heure à la carte, il y a une crainte pour l'après. C'est-à-dire que si les Russes sont toujours plus près, et on se dit que là, le Donbass est quand même dans la balance, hein, dans les négociations, c'est un danger pour après la guerre. C'est-à-dire qu'ils seront encore plus près du territoire ukrainien. Oui, c'est ce qui est à redouter, effectivement, c'est que les Russes puissent s'organiser sur le plan logistique assez proche des lignes et qu'on puisse leur permettre de s'organiser à la faveur notamment d'un cessez-le-feu. C'est peut-être d'ailleurs ce qui concourt à la mise en place à Donetsk de moyens opérationnels. C'est certainement peut-être dans le cadre d'un cessez-le-feu où là, effectivement, donc les Russes pourraient s'organiser très proche de la ligne de front. Maintenant, très vraisemblablement, moi, cette histoire d'aéroport de Donetsk, ça sent un petit peu le coup de bluff. Je pense qu'ils vont continuer effectivement à opérer, comme le disait Michel tout à l'heure, à partir de Rostov, de Belgorod, de manière beaucoup plus éloignée. Il faut se souvenir quand même, parce que Michel parlait d'Advivka tout à l'heure. Advivka, c'était à 19 km de cet aéroport. Et donc, effectivement, les Ukrainiens ont reculé leur ligne, mais ils doivent être à 50 km, 60 km, peut-être un peu plus à vol d'oiseau, mais guère plus. D'où l'intérêt pour les Russes de conquérir complètement le Donetsk. Et donc on voit encore la zone grise qui est occupée qui est tenue par les Ukrainiens. Évidemment, c'est pour eux si la conquête de ce bastion qui reste, notamment toute la conurbation autour de Kramatorsk, ben voilà, ça écarte encore plus la menace de l'aéroport et ça fait de cet aéroport véritablement un centre de gravité beaucoup plus important. Là, pour l'instant, ça reste effectivement un peu trop près du point de vue russe des lignes ukrainiennes. Bien sûr. Vraiment très très rapidement en un mot. Enfin, pour moi, pour rebondir sur votre question à propos de ce qui va se passer après la guerre, est-ce qu'il y aura une après-guerre ? Pour moi, on s'achemine vraiment vers un conflit gelé. On va vers la situation à la coréenne, pardon, pas nord-coréenne d'ailleurs, à la coréenne en général, avec en effet une ligne de front où des capacités sont amassées de part et d'autre, avec des soutiens d'alliés par ailleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans cette situation depuis 1953. Quand même, avec la fameuse DMZ, la zone démilitarisée. Moi, j'ai l'impression que c'est ce scénario qui se dessine. Oui, sauf que les Ukrainiens ont très peur de ce scénario parce qu'ils ne font pas tellement confiance aux Russes. Et les Russes n'en ont pas envie non plus. Et les Russes, effectivement, n'en ont pas envie, vous avez raison. C'est le grand danger parce que ça signifie une situation de guerre permanente et une épée de Damoclès qui pèserait pour toujours sur l'Ukraine. Bon, Jérôme Garraud, ça y est avec nous, notre correspondant à Moscou. Jérôme, expliquez-nous, alors effectivement,
effectivement côté russe. C'est vrai qu'on parle d'une région quand même. On parle de 3 ans et demi de guerre, mais en fait c'est une région qui est donc disputée depuis 11 ans maintenant. Bonjour, alors depuis 2014, le Donbass est quand même l'une des régions les plus militarisées du monde. Et il ne faut pas oublier que pendant 8 ans, il y avait là-bas une guerre larvée. Alors depuis 2022, évidemment, avec l'invasion de l'armée russe, cette région est encore plus fortifiée. Vous avez déjà tout ce qui a trait au combat avec le réseau de tranchées, les bunkers, les camps d'entraînement, les polygones, des casernes, etc. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la logistique militaire. Par exemple, la ville de Mariupol pourrait abriter une partie de la flotte russe. C'est un port plus sûr géographiquement que celui de Sébastopol. Il est moins exposé en tout cas que celui qui se trouve en Crimée. Les routes, ça c'est quelque chose que j'ai constaté quand je me rendais en reportage là-bas. Les routes ont été refaites. Vous avez aussi une nouvelle ligne de chemin de fer qui passe par le Donbass et qui permet de relier la Crimée. Et puis enfin, le Donbass est une région plus facile à fortifier du fait de son relief. Donc même après la guerre, cette zone restera probablement un avant-poste capital. Merci beaucoup Jérôme. Effectivement, on parlait donc de cette course à l'armement qui continue malgré donc ces pourparlers qui avaient commencé d'abord en Alaska et à Washington. De ce missile ukrainien, le nouveau, donc qui vient d'être annoncé par le président Zelensky, et de l'autre côté, les Russes, eux, mettent en avant leur joyau, le missile Oreshnik. Vous l'avez tous en tête. On a vu la semaine dernière qu'il allait de nouveau être testé. Ce sera en septembre lors des exercices militaires avec la Biélorussie, les fameux exercices Zapad 2025. Et donc, le missile Oreshnik, cette fois, sera testé dans sa version nucléaire. Qu'est-ce que ça peut changer? On rappelle ce que c'est l'Oreshnik déjà, ce missile balistique, colonel? Alors le missile Oreshnik, c'est un missile nucléaire, originaire, nativement, nucléaire de portée intermédiaire. Ça veut dire quoi? Le portée intermédiaire, c'est de 500 à 5500 km. Alors c'est intéressant parce que normalement, les Russes n'avaient pas le droit de le fabriquer, comme les Américains d'ailleurs, puisqu'il y avait un traité qui interdisait la production de ce type de missile. C'est donc pour la raison pour laquelle le premier tir de ce missile a porté à 5600 km. Très exactement, c'est un missile modifié qui a été très allégé justement pour respecter ce traité. Bon, maintenant, le traité il est passé aux oubliettes, donc les Russes ne s'en cachent pas. Mais globalement, alors ils en feront un super truc, mais en réalité, c'est un missile assez banal. C'est un missile intercontinental, un Yars, qui a été réduit, qui coûte moins cher, qui va un peu moins loin. Et c'est tout. Donc, mais c'est un élément nouveau. Donc, ils le mettent en avant. Ils le mettent en avant aussi. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment nouveau parce qu'ils ont utilisé ça de manière conventionnelle pour frapper la ville ukrainienne de Dnipro. Oui. Alors ça, c'est nouveau. Utiliser un missile nucléaire nativement pour frapper de manière conventionnelle une ville, c'est complètement nouveau. Et donc, depuis, voilà, ils brandissent ce truc. Ils vont l'utiliser dans les exercices Zapad, donc les exercices conventionnels où ils n'ont absolument rien à faire. Dans un exercice de déploiement, de division blindée, etc. Vous ne faites pas des tests nucléaires comme il n'y a pas besoin d'utiliser un missile intermédiaire qui porte à plusieurs milliers de kilomètres. Ça n'a rien à faire dans cet exercice. Mais c'est toujours l'occasion de le montrer, de toujours montrer qu'ils disposent d'un missile, et ça c'est important, qui peut frapper l'Europe. Et voilà, donc qui ne peut pas frapper difficilement les États-Unis, c'est pas fait pour ça. En revanche, il frappe l'Europe. C'est le retour du SS-20 dans les années 70 qui inquiétait beaucoup les Européens parce qu'on se disait, voilà, on a un truc qui peut nous frapper nous. Les Américains ne sont pas concernés. Donc, est-ce que les Américains feront quelque chose et riposteront si nous, Européens, on est attaqués avec ce type d'engin? C'est pas sûr. Et ça avait provoqué ce qu'on a appelé la crise des euromissiles, qui avait été résolue par le fait que les Américains avaient dit « Ok, nous aussi, on va déployer sur le sol européen des engins de ce type. » Et puis ensuite, on avait dit « Ok, finalement, on arrête tout. » Et c'était le début de la guerre froide. C'est très important, cet épisode-là. Maintenant, et je termine là-dessus, d'un point de vue purement militaire, technique, ce qui nous pose problème, c'est l'emploi effectivement de ce missile de manière conventionnelle. Si on utilise un Oreshnik nucléairement pour frapper la France, pour frapper une ville française, il n'y a pas de problème. La réponse est immédiate. On envoie un missile nucléaire en riposte de l'autre côté. Maintenant, s'il utilise le même missile conventionnellement, il frappe une ville française, il frappe Lyon ou la ville que vous voulez. Les pauvres Lyonnais encore. Merci. J'ai oublié je cherche le centre de mes impôts, mais j'ai oublié.
Bon, par exemple, oui. Oui, et donc il frappe conventionnellement. C'est un missile qui a longue portée, il peut le faire, c'est très rapide, très difficile à intercepter. Il est hypersonique par principe, il va bien au-delà de Mach 5. Donc voilà, donc on ne pourra pas l'arrêter, et probablement. Et donc il tombe en France et il frappe une ville française. Qu'est-ce qu'on fait? Française ou allemande ou on ne sait pas trop. Mais pourquoi on sait, pourquoi on ne sait pas trop? On est attaqué sur notre sol. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord, j'ai oublié. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On riposte comment? On n'a pas l'équivalent. Ou alors on va utiliser un de nos missiles nucléaires, mais on ne sait pas faire de manière conventionnelle, pour frapper la Russie. Alors ça, ce serait un changement de paradigme complet. Mais donc, vous vous rendez compte le message qu'on envoie aux Russes là? On est en train de leur dire, si vous frappez sur notre sol, on ne sait pas trop si on répliquera. Alors après, on fera peut-être un raid aérien, on fera quelque chose. On fera quelque chose de toute façon, mais ça nous embête un petit peu. De la même façon que je reviens au sujet précédent, les salves de missiles balistiques ou de croisière et les centaines de drones, ça nous embête aussi. On n'a pas prévu ça. On a prévu d'avoir la maîtrise complète du ciel grâce à nos avions, pour faire simple. Et donc on n'a pas prévu qu'il y avait peut-être d'autres scénarios. Alors il y a eu un message de Michel Goya pour son inspecteur des impôts déjà. Oui, déjà. Vous avez pu noter. Pour l'instant j'étais en paix avec lui. Mais... Ouais, bon, très bien. Ça c'était avant. Alors Oreshnik, ça signifie, comme tout le monde le sait maintenant sur LCI, noisetier, mais c'est surtout un marronnier en fait. Oui, un marronnier qui revient systématiquement toutes les semaines. On parle de l'Oreshnik, qui est brandi comme le. Alors là, je me retourne vers, parce que c'est pour ça on a la chance d'avoir de vrais experts sur LCI, comme le légionnaire romain avec sa massue. Dans Astérix, c'est Savant Cosinus. Voilà, Savant Cosinus qui a sa massue et c'est la seule arme légionnaire avec une grosse massue. Voilà, pour taper sur la tête des gens, et c'est exactement ça. Donc on est toujours dans la guerre psychologique et ça devient lassant et surtout ça banalise la menace au fur et à mesure. Ça banalise la menace, sauf qu'il va de nouveau être testé donc en septembre avec la Biélorussie, normalement dans sa version nucléaire. Donc là, c'est un message envoyé. Oui, c'est ça, c'est un pur message, il faut être clair. Mais ça veut dire qu'il a besoin d'être encore testé aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement sereins sur son emploi. Bon, et en attendant, donc, on reparle de ces pourparlers toujours en cours. Est-ce que la fameuse rencontre Poutine-Zelensky alors a lieu? Oui, dit aujourd'hui le président ukrainien. Oui, mais, puisque Volodymyr Zelensky, regardez, pose 2 conditions. La première, c'est que le sommet doit se tenir dans un pays neutre. Nous estimons qu'il est juste que la rencontre ait lieu dans une Europe neutre, en Suisse, en Autriche ou en Turquie par exemple. Deuxième condition, vous la voyez, nous voulons parvenir à une compréhension de l'architecture des garanties de sécurité d'ici 7 à 10 jours. Et sur la base de cette compréhension, nous avons l'intention d'organiser une réunion trilatérale. Niagale Bagayoko, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au cœur des discussions aujourd'hui. Hier, avec les chefs d'état-major de l'OTAN, tout à l'heure, entre Marco Rubio et plusieurs responsables européens. Quelles sont-elles, ces garanties de sécurité? Tant que ce ne sera pas complètement écrit noir sur blanc, complètement verrouillé, Volodymyr Zelensky ne veut pas rencontrer Vladimir Poutine. C'est ça qu'il est en train de dire? Oui, absolument, c'est ce qu'il dit depuis le début. Et on sait que les 2 principales garanties de sécurité qui sont proposées par les Européens, à savoir le renforcement massif de l'armée ukrainienne d'une part, jusqu'à atteindre plusieurs centaines de milliers d'hommes notamment, renforcés par un équipement plus encore développé d'une part, et d'autre part le déploiement sur des portions de territoire dans les zones non sous tension de moyens aériens, de moyens terrestres ou de moyens maritimes, c'est exactement ce qui est refusé par la Russie en face. Ce sont ces 2 points-là. Le principal, par ailleurs, étant celui de la question territoriale, mais qui est différente de celle des garanties de sécurité. Mais on voit très bien là qu'on est quand même dans une impasse par rapport aux exigences qui sont posées de part et d'autre. C'est une impasse, effectivement. On écoutera d'ailleurs Sergueï Lavrov encore aujourd'hui. On comprend que là, il y a un vrai point de blocage, même si ce n'est pas une surprise. En tout cas, sur ces questions de sécurité, rien ne filtre.
On n'en sait pas plus depuis la réunion des chefs d'état-major de l'OTAN hier. Rien n'a été communiqué. Ce qu'on comprend quand même, ça y est, ça se dégage, c'est qu'il y aura un soutien américain à minima. C'est ce qu'a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense, chargé des questions politiques aux alliés. Et ça, c'est Politico qui le révèle. Les États-Unis prévoient de jouer un rôle minimal dans les garanties de sécurité de l'Ukraine. Un diplomate de l'OTAN le dit. La réalité est de plus en plus évidente. C'est l'Europe qui concrétisera ses objectifs sur le terrain. Les États-Unis ne sont pleinement engagés dans rien jusqu'à J.D. Vance hier soir. Je ne pense pas que nous devrions porter le fardeau. Je pense que nous devrions être utiles si nécessaire pour mettre fin à la guerre et au massacre. Mais je pense que nous devons nous attendre, et le président s'attend certainement, à ce que l'Europe joue un rôle moteur. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme que cela prendra, les Européens devront assumer la majeure partie du fardeau. Il en va de leur continent, de leur sécurité, et le président a clairement indiqué qu'ils allaient intervenir. Et on rejoint tout de suite Sophie Chevalreau, notre correspondante à Washington. Bonjour Sophie. Donald Trump avait dit que les États-Unis aideraient les Européens. Ça, c'était de son discours tout au long de la semaine dernière jusqu'à lundi. On voit que le ton est beaucoup plus ferme du côté du vice-président américain. Oui, l'interview de J.D. Vance ressemble à un pas en arrière, alors même que lundi, face à Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Donald Trump avait assuré que les États-Unis seraient impliqués dans la sécurité future de l'Ukraine. Il était peut-être question de troupes au sol, puis finalement peut-être d'un appui aérien aux troupes européennes. Et puis plus les jours passent, plus Donald Trump et ses équipes reculent. J.D. Vance, on l'a entendu, a déclaré ceci sur la chaîne conservatrice Fox News. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe la forme que cela prendra, les Européens vont devoir payer la plus grande partie de ce fardeau que représente donc à ses yeux la garantie de sécurité de l'Ukraine. C'est leur continent, c'est leur sécurité, a-t-il déclaré. C'est donc aux Européens de s'impliquer bien plus que les États-Unis, visiblement. Il semble que J.D. Vance, comme Donald Trump, estiment avoir fait leur part et qu'ils jettent désormais la patate chaude aux Européens. Volodymyr Zelensky, lui, de son côté, a déclaré qu'il attendait des garanties de sécurité de la part de ses alliés d'ici 7 à 10 jours. Merci beaucoup Sophie, en direct de Washington. C'est extrêmement clair quand on entend J.D. Vance. Il parle de fardeau, hein. C'est pas à nous de le porter. De quoi se mêlent les Américains alors s'ils lâchent le grip, qu'ils nous laissent négocier, nous, Européens, sans eux? Ils nous demandent, ils nous chargent le sac à dos complètement et ils continuent à se mêler, à être moteurs dans les négociations. Qu'ils soient totalement cohérents, on est en pleine contradiction. Si les Américains perdent leur influence, parce qu'ils vont perdre de leur influence en fait, en laissant les Européens seuls à se charger des garanties de sécurité de l'Ukraine, et bien dans ce cas-là qu'ils le disent, mais qu'on n'ait plus à se rendre à Washington à 6, 7 ou je ne sais combien, sous l'auspice des États-Unis, qui laissent les Européens maintenant travailler, puisque ça nous concerne. Et je dois rajouter que dans cette interview chez Fox, Vance en plus s'est permis d'être particulièrement insultant vis-à-vis de Zelensky sur les conditions de rencontre à la Maison-Blanche. Ouais. Où il rappelle, j'avais dit, il faut que tu te comportes bien et puis tout se passera bien. Et puis il a commencé avec de l'humour, donc tout s'est bien passé. Voilà. Tout à fait. Il le résume un peu, effectivement c'est un peu méprisant. Point de vue intéressant. Oui, mais on pourrait répondre que ce sont les Européens, pas les Français, mais un certain nombre d'Européens qui quémandent l'intervention américaine. C'est bien là aussi la difficulté, c'est l'absence d'unité dans les positions des Européens face au rôle que devront jouer les États-Unis. Cette question du fardeau, c'est le fameux burden sharing. C'est au cœur de la doctrine atlantique depuis la fondation l'adoption du traité de l'Atlantique Nord. Ça a toujours été un débat entre l'Europe et les États-Unis de savoir qui devait prendre en charge quoi. Enfin, pour terminer sur J.D. Vance lui-même, il est en effet totalement cohérent. On est exactement dans le droit fil de ses propos à la conférence de Munich. Il ne fait que répéter ce qui avait stupéfait le monde entier. Il ne fait que confirmer son hostilité envers les Européens. Et également, moi j'ai été étonnée, j'avoue, l'autre jour, je m'attendais à ce qu'on l'entende beaucoup plus à la conférence de presse de lundi. Ça n'a pas été le cas sur le moment. Mais manifestement, on lui avait réservé un rôle en deuxième rideau, ou en tout cas après coup. C'est ça, et ce rôle en deuxième en deuxième rideau. Et enfin, vraiment pour conclure,
pour moi, tout ça démontre, cette façon dont les États-Unis semblent revenir sur leurs engagements, ça confirme que ceux auxquels ils parlent depuis le début, c'est à l'opinion publique américaine et à la base MAGA. Tout simplement. Donc, c'est vraiment leur principale cible. Donc ça veut dire que quand Donald Trump dit oui, je vous aiderai, ça c'était la semaine dernière, j'aiderai les Européens, je vous aiderai vous, Ukrainiens, à garantir votre sécurité après la guerre. Quand il dit il y aura un soutien aérien pour vous aider, en fait ce n'est que de la logistique et il n'y aura pas plus. Oui, et il sera même de la logistique vendue, c'est-à-dire c'est même pas une aide, c'est de la vente, c'est du petit commerce, donc c'est de la protection au sens mafieux du terme. Vous allez payer pour être protégé. Non, mais on peut plus faire confiance aux Américains, il faut être clair là-dessus. Alors le problème, c'est qu'effectivement, pour des certain nombre de pays européens, il faudra faire un sevrage, un sevrage sévère. Sévère, mais ça va durer combien de temps? Et on l'a vu au dernier sommet de l'OTAN, quand même, où il y a eu cette impression de vassalisation de la plupart des pays européens par rapport aux États-Unis. Donc en effet, la culture stratégique n'a pas évolué partout. La France a toujours eu cette méfiance. Oui. Donc c'est un cas particulier, mais pour la plupart des Européens, y compris les plus importants d'entre eux, les Britanniques, les Allemands et bien entendu les pays de l'ancien bloc soviétique, on n'est absolument pas acquis à cette idée qu'il va falloir se passer du soutien américain. Mais chaque jour qui passe quand même affaiblit l'influence américaine en la matière. Parce que nous nous organisons en matière de défense, les Ukrainiens augmentent leur capacité à s'armer eux-mêmes, et petit à petit, on va pouvoir se passer des Américains, on va pouvoir suppléer en fait leur absence éventuelle. Et ensuite, toute la rhétorique, par exemple, sur le renseignement, sur le partage du renseignement, les Ukrainiens, depuis janvier dernier, savent se passer des Américains et se défient des Américains en permanence. Donc je pense que là les États-Unis sont en train malheureusement de commettre une erreur fatale en ce qui concerne leur influence non seulement en Europe mais dans le monde aussi. Parce que tous leurs alliés, où qu'ils soient, regardent de manière extrêmement précise comment Washington se comporte vis-à-vis de l'Europe et des Ukrainiens. Mais pourtant, oui, si vous voulez être crédible quelque part, il faut être crédible partout. C'est le principe de base de dissuasion. Si vous lâchez un allié quelque part, on va dire, ok, vous n'êtes pas fiable. Il n'est pas fiable. Oui, mais les Américains, alors je me fais l'avocat du diable, je ne suis pas c'est intéressant. Mais c'est intéressant justement d'avoir plusieurs points de vue. Mais en tout cas, ils vous répondront qu'eux regardent aussi d'autres crises, que les Européens ont été absolument incapables de régler par eux-mêmes. Ils évoquent la RDC, le Rwanda. Mais qui est un échec. Qui est un échec. Oui, parce que les combats reprennent. Bien sûr que c'est un échec. Il faut le dire. Mais c'est la façon dont ils présentent les choses. Et face à cette idée d'unité européenne, de capacité qui se construisent, bien sûr que les moyens sont mis aujourd'hui sur la table, mais il faut se rendre compte qu'on est dans des démocraties fragiles où les équilibres des exécutifs au pouvoir sont loin d'être acquis. Si on regarde un pays comme la Roumanie, on sait très bien que l'élection a été extrêmement tendue. La Pologne, c'est la même chose. Il peut aussi y avoir des retournements d'alliance du fait de choix démocratiques au sein même de chaque pays qui porteraient au pouvoir des gouvernements beaucoup plus acquis à la Russie que ce n'est le cas aujourd'hui. Et aux États-Unis, Niagalé. Et aux États-Unis aussi. C'est la grande menace. Et la Roumanie est un très bon exemple. C'est la grande menace, et vous avez tout à fait raison. Mais tout à fait proche de Trump. Quand on entend les Européens sortir de leur sommet à Washington, plutôt confiants sur une prochaine rencontre entre Volodymyr Zelensky et Poutine, elle aura lieu, ça sera dans les 15 jours. Sur les garanties de sécurité, dans les 10 jours, on a tout ficelé. En fait, c'est pas ça du tout. Bien sûr. Mais évidemment, mais ils ont péché par excès d'optimisme, là, les Européens, en sortant de Washington. On peut voir ça comme ça, on appelle ça le wishful thinking. Il faut être positif, mais en réalité, non, c'est pas comme ça que ça marche. Toutes les choses sont toujours beaucoup plus compliquées en la matière. La réunion Zelensky, Poutine, en fait, on a un peu le sentiment que les deux ont dit oui pour faire plaisir à Trump.
Voilà. Et que dans le fond, finalement, ça se fera peut-être pas parce que et quand ils se rendront compte que de toute façon les positions sont totalement incompatibles, il y aura peut-être un truc qui fera que ça se fera pas. Ou si ça se fait, de toute façon, il n'en sortira rien. Parce que c'est pas possible. C'est pas l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Et donc on fait un peu ça. On s'agite beaucoup quand même en surface, mais dans le fond de l'eau, rien ne bouge. Mais on est obligé de s'agiter. Pour parvenir à un début de commencement de négociation, ça passe toujours par des agitations. C'est ça. Non, mais c'est comment dire. En sociologie, on appelle ça le modèle de la corbeille à papier. C'est-à-dire que vous avez des solutions, des problèmes qui se rencontrent un peu par hasard. Donc là, on mélange un peu tout, les garanties de sécurité, alors qu'il n'y a pas encore de cessez-le-feu. On commence à spéculer sur ces garanties, sur la forme d'une force, alors qu'on n'a pas la moindre idée à quoi ressemblera la paix. Enfin, voilà, on essaie, voilà, on veut être volontariste. Enfin, on est volontariste, tout simplement. Mais voilà, il y a l'inertie des choses, la complexité des choses. Donc on s'était dit, pardon, hein, on a tous voulu y croire, début septembre, il se passera rien. Probablement pas. Et puis en termes d'image, moi j'ai l'image du Rubik's Cube, vous savez c'est déjà compliqué, hein. Moi j'y suis jamais arrivé. Hein. Mais imaginez un Rubik's Cube dans lequel on aurait planté 3 coins de chaque côté. Voilà, on n'y arrivera pas. C'est insoluble.